L'histoire franco-allemande est marquée par des périodes de graves conflits de la suite des deux guerres mondiales. Le passé empreint de la haine en conséquence de la mort et de la cruauté. L'attitude des Français envers les Allemands contient l'image de l'Allemagne puissante pouvoir devenir un danger pour la France. Il existait l'esprit de revanche envers le plus dangereux adversaire. En résumé, l'Allemagne et la France étaient marquées par la haine et la méfiance à cause des guerres et de l'intimité héréditaire. Cette image pleine d'angoisse et d'aversion aux côtés des Français met en évidence que les deux nations ont encore besoin de beaucoup de temps et de convictions pour s'approcher et franchir le passé. Le 1er septembre 1939, la Pologne est agressée par les troupes hitlériennes. 3 jours après, la France et la Grande-Bretagne déclarent la guerre à l'Allemagne. Le 10 mai 1940, les troupes hitlériennes envahissent la Hollande, la Belgique et le Luxembourg. Le 14 mai, des chars allemands franchissent la frontière française. Le 9 juin, l'Italie déclare la guerre à la Grande-Bretagne et à la France, et 10 jours après, les troupes allemandes entrent à Paris et le maréchal Pétain est devenu chef du gouvernement de Vichy. En octobre, Vichy adopte une définition raciale qui signifie la collaboration avec Hitler. La collaboration française avec l'Allemagne se manifeste dans la formation du gouvernement de Vichy. Le maréchal Pétain a décidé d'accepter la défaite et de signer l'armistice le 22 juin. La zone occupée de la France est sous contrôle de l'Allemagne et le gouvernement de Vichy a accordé la collaboration avec Hitler. En conséquence, Pétain a rencontré Hitler à Montreuil et en raison de ce rendez-vous, il appelle tous les Français à le suivre dans la vie de la collaboration. Dans ce contexte, on peut bien tenir compte des mesures anti-juives qui en résultent. L'année 1941 marque la politique anti-juive et le premier rafle organisé par la police allemande et française. En commençant avec les interdictions dans la zone occupée, on remarque qu'il y a beaucoup de règlements comme l'exclusion des juifs du service public et l'ordonnance de la portée obligatoire de l'étoile jaune ou le tampon juif sur la carte d'identité. De plus, les magasins juifs doivent être signalés par des affiches dont les propriétaires juifs sont absents et ils pouvant pris en charge par les Ariens. Au-delà, il a existé l'interdiction pour les juifs d'exercer presque toutes les activités économiques et commerciales. Il était interdit que les juifs entrent dans un restaurant ou un café ou même dans une bibliothèque. Il y avait même des interdictions dans la zone non occupée. En résumé, les mesures anti-juives résultent de la déportation massive des juifs dans la chambre de la mort. Le territoire occupé constitue à peu près 60% de la superficie nationale et s'étendait sur la moitié nord du pays et à la côte atlantique jusqu'à la frontière espagnole. Le passage d'une zone à l'autre est strictement interdit. Dans la zone où les services militaires et la police allemande s'installent, partout il apparaissent des inscriptions en langue allemande et la France vit à l'heure allemande. Ainsi, avec l'installation de l'ordre nazi, la vie des Français dans toute la zone occupée se trouve complètement bouleversée. Le 16 septembre 1941, Keitel, le chef des armées allemands, a signé une ordonnance sur la répression des actes et des résistances. En effet, la police de Vichy a eu la responsabilité en cas de la persécution des résistants et sa violence se manifeste dans, par exemple, le meurtre de beaucoup des otages fusillés. Les différentes formes de répression ont eu un effet contraire à leur intention. La brutalité a en réalité provoqué la solidarisation de la population avec les résistants. La résistance des Français se manifeste dans différentes formes. En commençant avec les salariés, on remarque qu'ils ont saboté la production nazie dans les usines ou refusé de travailler en Allemagne en fuyant. De plus, des élèves ou des étudiants ont résisté en faisant des tracts ou des petits journaux qui contiennent un contenu contre l'idéologie nazie. Un autre aspect représente la presse et la radio clandestine qui a produit des tracts ou des sports malgré le manque de la localité, de la sécurité et des agents. Au-delà, on a organisé des manifestations et des grèves comme dans tout le bassin minier en 1941 afin d'améliorer les conditions de travail et la sauvegarde des droits. En outre, il y avait la possibilité de résister en par exemple refusant de parler allemand ou en cachant un résistant ou un juif. Une autre forme représente la résistance des écrivains et des poètes ou même des attentats des soldats. Le film Lucien Lacampe, réalisé par Louis Malle et sorti en 1974, illustre bien les aspects de la collaboration et de la résistance. Le jeune protagoniste Lucien s'affiliait à la Gestapo française après être récusé auparavant par le Maquis, un groupe de résistance.
Pendant son activité pour la Gestapo, Lucien tombe amoureux d'une fille juive et s'éloigne de la collaboration avec la Gestapo. En général, le film représente bien l'atmosphère et les aspects importants de ce temps. Il se pose donc la question comment cette hostilité pouvait se transformer en amitié et coopération entre la France et l'Allemagne. La première approche réelle était faite avec le traité de l'Élysée, signé le 22 janvier 1963 au palais de l'Élysée par le chancelier allemand Konrad Adenauer et le président français Charles de Gaulle. Ce traité fixe pour la première fois les objectifs d'une coopération entre les deux pays dans les domaines des relations internationales, de la défense et de l'éducation. Ce sont des hommes comme Adenauer et de Gaulle qui ont vu beaucoup plus dans la coopération entre la France et l'Allemagne. Un an avant la signature encore, Charles de Gaulle a fait un discours devant la jeunesse en lui donnant des descriptions comme la vigueur, l'ardeur, l'élan, l'essor collectif, l'activité et le progrès. Pour lui, les jeunes sont la base de l'Europe, ce sont eux qui feront l'avenir. C'est pourquoi il fait appel à la coopération, comme aussi à l'importance d'agir de façon bonne et juste. Pour Charles de Gaulle, il est important que les deux pays doivent toujours s'approcher davantage et que l'Union européenne se construit sur la liberté, l'estime, la confiance et l'amitié mutuelle. À l'occasion du 20e anniversaire du traité de l'Élysée, François Mitterrand, président de la République française, a fait un discours devant le Bundestag en prononçant surtout l'amitié et la coopération qui sont soutenues par un sentiment d'honneur et de gratitude. Il s'agit d'un traité de paix et de réconciliation avec la volonté commune de mettre fin à une rivalité séculaire afin d'être en harmonie avec l'autre pays. Mitterrand aborde aussi le développement économique, industriel et culturel. La réalisation d'Adrian Fusée et de l'Airbus Avion décrivent bien la bonne coopération qui a comme résultat que la France et l'Allemagne forment les plus importants échanges bilatéraux en Europe et les troisièmes dans le monde entier. L'un pour l'autre est le premier partenaire commercial. En ce qui concerne la coopération culturelle, plus de 1300 jumelages ont été établis entre les villes et communes. Plus de 5 millions de jeunes ont participé à des échanges. 24% des élèves français étudient l'allemand et 25% des élèves allemands étudient le français. 2400 étudiants français sont inscrits dans les universités allemandes et 2900 étudiants allemands dans les universités en France. En plus, un centre d'information et de recherche sur l'Allemagne contemporaine a été créé à Paris. Le 23 novembre 2005, Jacques Chirac adresse sa parole à Angela Merkel au palais de l'Élysée après le vote du Bundestag. L'Allemagne et la France ne sont pas seulement deux pays avec un sentiment d'estime, de respect, de solidarité et d'amitié, mais sont en plus les deux pays fondateurs de l'Europe, et avec cela la base et le moteur de l'Union européenne. Cette amitié est tellement profonde car les deux, l'Allemagne et la France, ont une vision commune de l'Europe. Ce sont la paix et la démocratie en tout premier lieu. C'est pourquoi Jacques Chirac prononce que cette relation amicale est fondée sur la compréhension, l'intérêt partagé, le cœur et l'esprit. Angela Merkel, de sa part, lui répond en prononçant l'importance et l'utilité de cette amitié, non seulement pour les deux pays, mais aussi pour l'Europe entière. De plus, Merkel annonce des rencontres régulières afin de faire avancer l'intégration européenne, car c'est leur responsabilité commune à l'égard des nouveaux pays membres de l'Union européenne. Tous ces discours parlent des chances pour l'Europe. Mais y a-t-il aussi des défis ? Dans l'économie, il pourrait exister une concurrence à cause du prix, de la qualité et du choix. L'offre locale peut aussi être absorbée par l'offre des autres pays de l'Union. Pour les salariés, l'internationalité peut aussi signifier le risque de perdre leur emploi à cause d'éventuelles délocalisations vers un autre pays européen. Un autre aspect est aussi que les entreprises nationales
doivent abandonner leur souveraineté nationale au profit de l'Union européenne. Le fait de vouloir travailler ensemble peut par contre aussi poser de grands problèmes au niveau de la langue et de la culture. Il se peut en plus que l'identité culturelle se perde à cause de l'internationalité. Par contre, l'internationalité a aussi énormément d'avantages. Avec l'élimination des frontières, la libre circulation est possible. Il n'y a plus de contrôle de passeport. Avec cela, le marché du travail s'ouvre à tout le monde et l'échange professionnel avec une monnaie unique est possible. Un autre point très important est le fait d'avoir les règles et lois pareilles sur tous les droits de l'homme. Ceci garantit une protection des citoyens. L'Allemagne et la France étaient marquées par la haine et la méfiance à cause des guerres et de la suite de l'inimité héréditaire. Peu à peu, les deux pays se sont approchés et une amitié très profonde et importante pour l'Europe s'est développée. L'un pour l'autre est le partenaire le plus important dans beaucoup de domaines. Cette coopération se base donc sur l'aide mutuelle et l'essor de la jeunesse pour un futur commun. Par contre, cette paix et démocratie a été affectée par des terroristes. 12 journalistes du journal satirique Charlie ont été fusillés à Paris. De plus, il y a eu une prise d'otages, dont 4 ont été tués. 3 des preneurs d'otages ont été fusillés par la police. Maintenant, l'Europe a comme grand devoir de mettre fin à cette terreur et de coopérer ensemble pour que le peuple ne soit plus en danger.